Bonjour et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu parler avec vous, toujours d'immigration, mais surtout du projet que ça représente. Parce qu'en fait, une immigration, ça se fait pas comme ça se décide pas un beau jour, un matin et c'est parti, on s'en va. C'est vraiment dans le temps, c'est la construction d'un projet qui va se vouloir réaliste. Un projet qui va pouvoir évoluer en fonction aussi des opportunités, de ce qui s'offre à vous. Donc ça, je le dis très souvent, restez ouvert aux différentes propositions et à ce que la vie va placer devant vous. Comment ça va se passer en fait ce projet? Déjà, il va y avoir donc cette fameuse prise de décision, ce jour où vous allez vraiment décider, c'est-à-dire que vous allez certainement y songer pendant un certain nombre d'années, pendant un certain nombre de mois, et un jour vous allez vraiment prendre une décision ferme et vous dire « je pars vivre au Canada, je pars vivre au Québec ». Une fois que vous avez pris cette décision, vous avez peut-être commencé à l'annoncer ou pas dans la famille, ça dépendra des personnes, va se poser à vous la question « comment faire ?» Quel visa vais-je choisir? C'est là où vous allez commencer à aller vraiment faire des recherches plus poussées, plus avancées sur différents sites. Donc une fois de plus, attention, on l'a dit la semaine dernière, de ne pas tomber sur des personnes qui vont vous arnaquer, des sites qui vont vous réclamer de l'argent, et alors que derrière, il n'y a pas de réels professionnels qui vont s'occuper de votre projet. Mais voilà, cette question, comment faire? Quel visa? Comment j'émigre? L'un des sites référents sur lequel vous pouvez aller, c'est vraiment, il y a deux sites. Il y a le site donc www.immigration-québec.gouv.qc.ca qui est vraiment ce qu'on appelle le site du Midi, le site de l'immigration vers le Québec. Et sinon, vous avez le site de l'immigration du Canada, que je ne connais pas par cœur, mais donc vous tapez Immigration Canada et c'est www.cic. Certainement.gouv.ca, enfin je vous remettrai le lien en dessous, mais c'est vraiment les deux sites référents sur lesquels vous allez pouvoir trouver de l'information mise à jour sur quel visa vous est proposé et comment est-ce que vous pouvez faire pour immigrer. Une fois que vous avez donc pris cette décision, vous avez trouvé ce qui paraîtrait être le bon fonctionnement pour vous pour arriver au Canada, va se poser la question de combien ça coûte. On va d'ailleurs en parler dans cette émission avec Valérie. Elle va répondre à la question d'une personne qui nous a écrit la semaine dernière et qui nous demande justement combien ça coûte d'immigrer. Parce que vous allez devoir payer bien sûr le visa, vous allez devoir payer un certain nombre de choses liées en fait à l'immigration et ce que vous devez avoir comme frais par rapport au gouvernement, aussi bien provincial que fédéral, mais il y a plein d'autres petits frais à côté qui vont être liés à votre déménagement, vos billets d'avion, les premiers mois sur place. Donc il y a plein de faux frais auxquels il faut penser. Ça va vous permettre de pouvoir aussi peut-être mettre un peu de côté ou en tous les cas construire votre budget par rapport à votre arrivée et aux premiers mois sur place. Et puis également, on va se poser la question de où et comment trouver du travail. Est-ce que vous arrivez en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur? Est-ce qu'au contraire, vous voulez reprendre le même métier? Est-ce que votre métier est un métier qui est réglementé par un ordre professionnel? Est-ce qu'il va falloir que vous repassiez des qualifications? Ça, c'est très important de vérifier si votre métier est assujetti à un ordre ou bien à certaines conventions. Vérifiez bien en fait vos métiers. Essayez de trouver sur le site du Midi, une fois de plus si c'est pour le Québec, sur le site du gouvernement du Canada, il y a l'immigration du Canada. Vous aurez toutes les informations pour savoir comment ça se passe sur le métier que vous faites. Il y a des reconnaissances parfois par rapport à des noms de métiers. Vous allez par exemple, un kinésithérapeute ne portera pas le même nom ici au Québec. Ce sera un physiothérapeute. Donc voilà, il y a des petites correspondances comme ça. Mais vraiment, intéressez-vous à ça. Il y a des personnes qui sont psychologues, qui sont arrivées au Québec en pensant qu'elles pourraient être psychologues au Québec. Et non, ce n'est pas possible. Il y a un ordre professionnel et on va vous demander de repasser certains examens, certaines choses. Donc ça, c'est vraiment important de savoir
comment ça fonctionne et si vous allez pouvoir faire le même métier ou pas. Et si vous allez pouvoir le faire, quelles en sont les conditions? Comment est-ce qu'il va falloir procéder? Et puis, ensuite, l'étape suivante, ça va être où habiter. Est-ce que vous allez venir chercher quelques mois, 1 ou 2 mois avant votre arrivée, un logement? Est-ce que vous allez arriver directement sur place et vous louer un Airbnb en 1 semaine, 10 jours et trouver votre logement? Est-ce que vous allez passer par un professionnel? Dans quel quartier? Dans quelle région? Est-ce que ça va être le Québec, le Canada? Faites des recherches. Je vous avouerai que Google Maps est assez extraordinaire. Vous avez, en tous les cas pour le Québec, un site internet qui s'appelle Centris, www.centris.ca, il me semble, Centris, qui référence toutes les locations ou toutes les ventes. On vous met l'adresse, ça vous permet de pouvoir rentrer l'adresse ensuite sur Google. Vous prenez le petit personnage, vous le posez dans la rue et vous vous baladez, vous faites des tours de quartier comme ça sur Google, en vous mettant, bien sûr, pas sur une carte à plat, mais vraiment en 3D, comme si vous vous baladiez dans la ville. Ça vous permet un peu de voir le quartier, de voir les alentours, donc de voir s'il y a des commerces, de voir si ça correspond un peu à ce que vous êtes. Et puis surtout, on l'a déjà dit, on le redit, on pense à faire un premier voyage, voire 2 voyages pour connaître l'été, l'hiver, venir un peu sentir, que ce soit Montréal ou Québec ou une autre région, on vient sentir un peu la ville dans laquelle on a décidé d'aller vivre et on vient voir si ça peut nous correspondre et si on va y être bien. Ensuite, vous allez vous poser la question, si jamais vous venez dans une grande ville telle que Montréal ou Toronto ou Vancouver, quelle école choisir? Est-ce que je mets mes enfants dans le privé? Est-ce que je mets mes enfants dans le public? Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur les sites internet des écoles, sur les sites internet des commissions scolaires, à poser des questions. Vous verrez, il y a pas mal de forums. Je vous avouerai que vous pouvez tout à fait choisir de mettre vos enfants dans un cursus français de France. Il existe 2 écoles comme ça à Montréal qui sont Marie de France et Stanislas. Vous pouvez tout à fait choisir ce type de cursus et sinon, vous avez le choix de l'école québécoise. Tout va dépendre en fait de votre enfant, de l'âge qu'il a. Est-ce qu'il est petit? Combien de temps vous allez rester? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire 1 an? Est-ce que au contraire c'est quelque chose que vous voyez sur du long terme, 15 ans, 20 ans? Est-ce que votre enfant est en début d'études ou en fin d'études? S'il est en fin d'études, est-ce qu'il n'est pas plus sécuritaire pour lui de rester dans ce qu'il connaissait déjà? Vous allez vous poser toutes ces questions. Vous trouvez d'ailleurs beaucoup d'informations sur la page Facebook de Du Côté de Montréal, puisque j'en parle. J'écris également des articles à ce sujet. Donc n'hésitez pas aussi à venir vers moi, à me poser des questions, à me demander comment ça se passe. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Je veux dire, j'offre toujours des services de conseil. Donc n'hésitez pas à venir vers moi et à faire appel à mon aide en tous les cas. Ensuite, bah voilà, j'en viens en fait à ce dernier point qui est est-ce que je me lance seule ou est-ce que je fais appel au service d'un professionnel? Vous pouvez tout à fait vous lancer seul. Des tas de gens l'ont fait et je veux dire ça se passe très bien. Ils sont très heureux, très satisfaits de ce qu'ils ont fait. Et vous pouvez également utiliser les services d'un professionnel. Je dirais qu'une fois de plus, ça va dépendre de vous, de votre personnalité, de votre confort à le faire ou pas, du temps que vous allez aussi avoir à consacrer à ce projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend complètement de vous et de votre façon de voir les choses. Et je ne peux que vous recommander, si jamais vous faites appel à des professionnels, à toujours faire attention, à bien écouter ce qu'on a dit la semaine dernière pour ne pas vous faire arnaquer. Les professionnels qui travaillent dans l'immigration sont des personnes qui doivent avoir un visage, qui doivent avoir une adresse mail, que vous devez pouvoir les trouver sur LinkedIn, sur Facebook, vous devez pouvoir trouver ces personnes. Vous devez vraiment avoir un nom de contact, pouvoir les joindre avec soit une adresse courriel, soit une adresse, un numéro de téléphone. En tous les cas, il faut que ce soit des personnes qui existent en vrai. Et puis, donc une fois que tout ça s'est mis en place, il va y avoir donc également la recherche d'emploi, refaire son CV. Est-ce que vous recherchez votre emploi en étant
encore dans votre pays ou est-ce que vous le faites une fois que vous êtes sur place? Comment fonctionne un CV? Comment ça se passe? Comment il est fait? Donc là aussi, vous allez pouvoir trouver des réponses. Les CV sont très différents de ceux de la France. Donc vraiment, faites des recherches. N'envoyez pas comme ça des CV à tire-larigot sans avoir avant la certitude que votre CV ressemble à un CV québécois et bien comprendre comment ça se passe. Donc voilà pour ce qu'il en est sur votre projet, un projet d'immigration qui se construit, c'est du long terme. D'ailleurs, vous verrez, aujourd'hui, je reçois Béatrice qui a immigré il y a quelques mois, qui est arrivée l'été 2017. Et elle a mis 10 ans à monter son projet. 10 années. Alors pas 10 années parce que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont mis du temps à lui fournir son visa. C'est absolument pas ça. C'est 10 années de comment elle allait réaliser son projet, comment elle allait y arriver, comment elle allait arriver à ce moment-là. Et c'est vraiment une réflexion sur le long terme. Une fois qu'elle a pris sa décision, que la décision était prise, ça a été rapide. Mais ça a été vraiment, voilà, une réflexion sur et un processus. C'est vraiment ça, c'est vraiment un processus. Et d'ailleurs, vous verrez Hélène, de notre coach en transition de carrière et en changement, nous fait réfléchir à la façon dont on doit se comporter, au fait d'adopter une attitude gagnante et sur le fait de capitaliser sur nos forces, sur ce que l'on est, sur qui l'on est. Et ça, je pense que c'est très important dans la construction de ce projet, de ce changement de vie, de ce changement de carrière éventuellement. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie qui vient nous expliquer combien coûte une immigration. À tout de suite. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Alors, bienvenue. Merci. Cette semaine, quelle est la question c'est si les gens qui demandent, mais tout ça, ça coûte combien? Ah, ça c'est une question très intéressante, la question effectivement. Qui tue. Attention, accrochez-vous, prenez des notes. Oui, sortez les calculatrices. Là, on joue chiffres aux lettres et le compte est bon. Voilà, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chiffres. Oh, il y a beaucoup de chiffres, du coup je garde mes fiches pour pas vous dire n'importe quoi, parce que là, on est parti, c'est du lourd, là. Aujourd'hui on fait dans le lourd. Attention, ça va faire mal. Oui. Le compte en banque va souffrir. Non, parce que c'est pas le tout de se dire tiens, je vais partir au Québec, mais ça a un coût. C'est pas, et puis c'est pas à moindre coût, j'allais dire. C'est ça. Il y a des frais quand même assez substantiels. C'est vrai. Donc on va commencer par la version, j'allais dire soft. Là, vous venez d'abord étudier. Vous décidez que vous allez venir avec des permis d'études et puis qu'ensuite vous ferez la demande de résidence permanente. Donc d'abord, dans un premier temps, vous dites on va sortir les permis d'études et puis ça sera déjà pas mal. Et puis après, on verra. On verra, voilà. Donc en fait, sachez que au Québec, déjà, ne serait-ce que faire la demande de CAQ pour le demandeur principal, puisque les autres, a priori, n'en ont pas besoin. C'est juste, bon ça, c'est pas trop cher, encore c'est 112 $. C'est quoi un CAQ? C'est le certificat d'acceptation du Québec. Vous en avez besoin pour venir faire vos études ici, à partir du moment où vous avez choisi l'établissement et que vous avez une lettre d'admission d'acceptation de l'établissement. Donc c'est le demandeur principal qui doit au moins obtenir cette lettre-là pour faire sa demande. Après ça, le reste de la famille peut suivre sans CAQ et obtenir des permis d'études ou de travail ouverts. Mais le demandeur principal... C'est celui qui fait les études, le demandeur principal. Oui, généralement, voilà. Et lui, il a besoin d'obtenir son certificat d'acceptation qui coûte 112 $. Mais ceci dit, en plus de son 112 $, il va falloir quand même que vous démontriez votre capacité financière pour pouvoir venir étudier au Québec. Parce que c'est pas tout de vouloir venir étudier au Québec. Il faut, a priori, vous ne travaillez pas pour financer vos études. Vous venez en tant qu'étudiant. Donc le but, c'est qu'on vous dit, enfin vous vous dites, moi je viens avec un budget pour pouvoir étudier. Et puis si j'ai une possibilité par la suite d'acquérir une expérience professionnelle en complément, très bien. Mais c'est pas le but majeur, c'est pas de venir travailler pour pouvoir financer ses études. Surtout que si je me rappelle bien, on a le droit de ne travailler que 20 heures par semaine en tant qu'étudiant étranger. Voilà, pendant la semaine de cours et puis 40 heures à temps plein pendant les vacances. Pendant les congés. Mais il n'y a pas énormément de vacances. Enfin, quoi que dans les cégeps, il y a quand même des grosses vacances. Mais... l'été, là, c'est un bon petit 3 mois où on peut travailler. Et mettre des sous de côté pour le reste. Mais de toute manière, le reste de l'année, sachez que si vous reprenez des études, vous n'aurez le temps de rien.
Ouais, ça, je vous le confirme. Faut pas penser que ça va être très facile de venir reprendre des études. Non. Et de travailler en même temps. Moi, je peux vous dire, j'ai mon mari qui a repris ses études ici au Québec et il ne pourrait pas, en plus de tout le travail qu'on lui demande, travailler les 20 heures par semaine qui sont demandées. Non, c'est juste pas possible. Donc voilà. Donc généralement, je vous le dis comme ça en grande ligne, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez l'argent suffisant pour payer déjà vos billets d'avion. C'est important. Hein, d'accord. Ça fait partie du budget. L'aller-retour ou l'aller? L'aller-retour généralement. D'accord. Si vous venez pour 3 ans, on tolère que vous veniez avec un aller simple. Mais c'est sûr que si c'est un petit séjour d'une petite année, généralement ils s'attendent à ce que vous ayez le retour déjà. Donc l'installation pour votre première année, donc l'installation, c'est vous allez payer en gros le déménagement, s'installer quoi. C'est ça, peut-être 1 ou 2 mois de loyer, sauf que normalement, légalement, on n'a pas le droit de vous demander une caution, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous arrivez de l'étranger, on vous la demande tout le temps. On va vous la demander, c'est ça. Ils vous la retournent. Hein, c'est ça, on vous la retourne sans problème, mais voilà, sachez qu'il faut quand même le prévoir. Même si vous allez lire sur certains sites que c'est pas légal, il n'empêche que venant de l'étranger, si vous voulez l'appartement, il vaut mieux les avoir. C'est ça. Et puis alors après ça, si vous êtes une personne adulte seule, en gros, ils calculent que ça va vous revenir à 12 538 $ par an de subvenir à vos besoins personnels. Propre, c'est ça. Et donc, un couple, il prévoit 18 000 $, 18 400 $ exactement. Et une famille de 4 personnes, il calcule 22 230 $. Donc, vous devez avoir l'argent pour le billet d'avion, grosso modo, les frais d'installation, eux, ils calculent 500 $, ce qui est vraiment pas cher. Moi, là, de ce côté-là, ils voient pas gros. Je ne peux pas leur dire. Non. Et une famille de 4 personnes, 22 000 $. S'ajoute à ça les frais de scolarité. Donc, si l'école, si vous tombez sur un petit cégep qui va vous coûter en gros 1 000 $ par an, ça va. Ça. Mais si vous tombez sur une école privée qui va vous coûter 12 000 $ par an, il faut avoir l'argent en plus. C'est ça. Donc on peut facilement arriver aux presque 45-50 000 $ pour de côté sur un compte en banque, et l'argent il n'est pas placé, c'est-à-dire qu'on va placer, si vous pouvez être placé en action, ça j'ai pas de problème avec ça, mais il ne faut pas que ce soit une voiture ou c'est de l'argent disponible sur un compte en banque. Ce ne sont pas des actifs, c'est pas une maison, c'est vraiment de l'argent. C'est de l'argent disponible sur un compte en banque et qui n'est pas arrivé hier, c'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'il y a une continuité, c'est de l'argent que vous avez placé petit à petit ou qu'il y a au moins 6 mois dans votre compte en banque, je dirais. Donc ça c'est pour l'étudiant, hein? Ouais, pour l'étudiant, si vous voulez venir en tant qu'étudiant au départ pour reprendre vos études. Ou si vous avez une activité en France qui vous rapporte un salaire tous les mois et que vous pouvez prouver que vous avez cet apport salarial tous les mois et que vous avez donc une attestation de ce que ça vous rapporte chaque mois et donc ce que ça vous rapporte annuellement, vous êtes bon. Aussi. Oui, c'est bon. Voilà. Il y a les banquiers, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance en France, mais je sais qu'ils peuvent aussi vous sortir une attestation comme quoi la personne a bien sur ses comptes exactement la somme demandée par le gouvernement du Québec. Donc ça serait pour celui qui choisit la branche je reprends mes études. Maintenant, si je veux aller directement avec la résidence permanente, c'est autre chose. Et qui pourrait être aussi l'étape 2 de l'étudiant. C'est ça. Voilà. Donc là, en fait, là, on passe à la vitesse un peu. Encore que je trouve que ça revient très cher finalement de venir en tant qu'étudiant. Hein. Surtout si le conjoint ne trouve pas tout de suite du travail, il y a pas mal de cet argent, des 50 000 $ qui vont partir dans les frais. Voilà. De location, ça part très très vite la première année. Hein. Non, très très vite. Si vous voulez en fait aller directement vers la résidence permanente, le dossier que vous allez envoyer, c'est 785 $ pour la personne qui demande, le requérant principal, suivi de après ça 169 $ pour le conjoint. Et c'est 168 $ en fait, que ce soit le conjoint ou les enfants, vous additionnez, vous cumulez ça aux 785. Donc 785 pour le premier et 168 pour les autres membres de la famille. Ok. Donc ça va assez vite aussi. Donc ça c'est juste pour déposer le dossier de résidence permanente. Le CSQ, le certificat de sélection du Québec. D'accord. Ça c'est la première étape. L'étape, je me fais sélectionner par le Québec. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu son petit CSQ, on fait la demande de résidence permanente. Donc là, c'est un total de 1 040 $ par adulte.
Là, je vais y aller par adulte, c'est plus simple. 1040 $ par adulte. Voilà. Et un enfant, c'est 150 $. Là, je dirais à la limite, c'est pas cher. Ah bah, j'ai intérêt d'obtenir la réserve. Ah ben non, c'est dommage. Parce que mon fils serait considéré comme... Oh. Non, les enfants sont des enfants. C'est 150. Même s'ils sont majeurs? Oui, même s'ils sont majeurs. Jusqu'à l'âge de 21 ans et à la veille du 22 ans, ils sont considérés enfants. Enfants à charge. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir souligné. Merci. Donc c'est 1040 pour le couple, en fait. Le couple d'adultes. Tous les enfants qui Mais c'est 1040 par personne, hein? D'accord. Donc 2080 pour un couple. Plus 150 par enfant. Voilà. Okay. Les enfants, il y a une définition de l'enfant à charge. Les enfants, ils doivent avoir moins de 22 ans au moment du dépôt de la demande pour être considérés personnes dépendantes de la famille. D'accord. Ils ont plus de 22 ans, malheureusement, ils ne font plus partie de la famille. Sauf s'ils étudient, non? Non. C'est 22 ans, quelque soit. Quoi qu'il arrive. Ah, alors comme quoi. Un enfant handicapé qui a besoin d'être encore avec, qui aura besoin d'être toujours avec ses parents. Oui, c'est ça, qui a un soin permanent. Un soin particulier. Voilà. Mais sinon, c'est l'enfant à charge, c'est jusqu'à son 22e anniversaire J-1, en fait, il peut être enfant à charge dès qu'il a 22 ans. Fini. Terminé. Fini, il faudra qu'il fasse lui-même ses propres démarches. Donc, il peut faire ses études, puis demander la résidence permanente, par exemple. De repartir. En fait, continuer, parce que généralement, ils sont déjà aux études. Donc, sachant que quand vous êtes déjà là, il y a quand même, je le dis, je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est bien de le répéter. Quand vous êtes déjà installé au Québec ou au Canada et que vous voyez que la fin de votre visa approche, mais quand vous voyez la fin de votre visa, c'est entre 1 an et 6 mois, commencez déjà à vous renseigner sur comment vous pouvez le transformer, qu'est-ce qui est faisable pour obtenir, si vous n'avez pas la résidence permanente, hein, bien sûr, et donc à faire appel à des personnes comme Valérie ou avocat en immigration, etc., mais pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et n'allez pas interroger vos copains, ceux qui ont déjà fait des transformations de visa, etc., parce que les lois changent, les choses changent, et c'est particulier en fonction de chacune des personnes. C'est ça. Au cas par cas, puis on ne peut jamais vraiment se comparer aux voisins. Voilà. Donc, mais par contre, ça s'y prend longtemps à l'avance, quand même, entre 6 mois et 1 an, je dirais. Oui, 1 an, facile. 1 an. Hein, donc, traînez pas quand vous avez une transformation à faire. Voilà. Ah bah, ça dépend, oui, c'est la transformation. Alors pas de l'étudiant, on est d'accord. Non, ça, voilà, non, c'est plutôt. Je pensais à la résidence permanente. Oui, non, je parle de quand on est ici sur place et que on arrive à échéance, c'est quoi, entre 3 et 6 mois, entre 6 et 9 mois C'est 3 mois généralement. C'est ça. Donc voilà, ne vous y prenez pas la veille de la fin de votre visa, parce que là. Bon, on peut toujours faire des miracles, mais bon. Bon, Valérie est une. Ça serait vraiment au J-1, on peut faire encore un miracle. Et jour J jusqu'à minuit, on va dire. C'est vrai? Waouh! Oui, bon, bah voilà. Bon, enfin bon, je pense que pour éviter de transpirer trop. Oui, c'est ça. Après ça, vous ne mettez pas dans des situations qui. Après ça, qui ne vous autorisent même plus à sortir du pays, à moins de. Ça vous met en situation un peu périlleuse, c'est ça. Voilà. Donc le Québec, quand vous allez demander la résidence permanente, il va vous demander quand même de démontrer une autonomie financière pour les 3 premiers mois. Donc il y a des accords avec la France, je sais, mais bon, si vous venez d'un autre pays, il y a une autonomie financière qui, de toute manière, vous devrez le signer, ce petit papier. Et en gros, pour une famille de 4 personnes, c'est 6 000 $, donc c'est pas énorme. C'est juste pour démontrer que pendant les 3 premiers mois de votre résidence permanente, vous n'allez pas pouvoir toucher l'aide sociale. Vous allez falloir que vous débrouillez tout seul. Bon, si vous êtes déjà là depuis plusieurs années, parce que vous avez fait d'autres choses avant d'obtenir la résidence permanente, généralement vous êtes bien établi, vous avez un fonds de roulement. C'est ça. Mais si vous arrivez depuis la France directement avec la résidence permanente, il faut que vous ayez ces 6 000 $ en gros. Donc c'est 5 000 $ si on est une personne seule, et ils calculent qu'en gros, avec 3 enfants, ils calculent que ça serait 6 000 $. Donc là, je dis vraiment, les enfants ne leur coûtent pas cher. Les enfants ne mangent pas. Les enfants sont exceptionnels. C'est comme cette famille aux États-Unis qui avait enfermé leurs 13 enfants dans la cave. Oui. Les enfants au Québec ne se nourrissent pas. Les ados n'ont pas faim. Et en fait, on trouve du Nutella à 1,43 $. Non, pardon, 1,43 € qu'on va s'arracher. Non, je suis mauvaise. Mais c'est vrai que cette vidéo m'a choquée. Oui, mais donc voilà. Donc en fait, c'est pas énorme la somme d'argent qu'ils demandent pour survivre pendant 3 mois. Là, mais c'est vraiment, en fait, c'est histoire de démontrer qu'on n'aura pas besoin de l'aide sociale. Et c'est vrai que les premiers mois, vous êtes censé vous débrouiller par vous-même. C'est ça. Ils ne veulent pas de boulet au Canada.
Non, mais ils veulent des gens autonomes, qui travaillent, responsables. Qui vont vous aider quand vous arrivez en tant que résident permanent. C'est vrai qu'il y a plein d'organismes qui sont mis en place par le gouvernement du Québec qui vous aident à chercher du travail, à refaire votre CV, à vous intégrer dans la société. Vrai. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces organismes. Quand vous allez obtenir la résidence permanente, on va vous remettre un petit fascicule avec toutes ces adresses, tous ces noms, toutes ces adresses. Vous n'allez pas être tout seul. Et puis vous allez pouvoir donc être accompagné dans toutes vos démarches. Et faites appel à toutes ces personnes, ne restez jamais seul. C'est gratuit, alors il faut vraiment y aller, vous présenter en personne, ils vous prennent par la main. Les gens d'ailleurs sont les gens que je vois, là, que je reçois, là, qui sont enfin ici au Québec, ils me disent c'est incroyable, on se présente dans des organismes, ils nous gardent pendant 1 heure, 1 heure et demie, ils nous expliquent tout, c'est tout juste qu'ils ne nous emmènent pas par la main à l'autre organisme pour continuer les démarches. Donc c'est vrai que tout est fait pour, une fois que vous êtes là, pour vous intégrer. Ah mais moi quand je suis allée faire mon numéro d'assuré social, mon NAS, ce dont on a besoin pour travailler, j'ai halluciné. J'étais préparée à être tendue, en me disant je rentre dans une administration, mais alors, waouh, j'en revenais pas. On m'a effectivement prise par la main, on m'a demandé de quoi j'avais besoin, on a fait des recherches pour moi, on m'a donné des noms et des numéros de téléphone, on m'a demandé si j'avais besoin encore plus d'informations ou si... Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toute l'information dont vous avez besoin? Waouh. Bon, ça prend du temps. Bah ouais. Là, du coup, on est passé à demi-journée, mais au moins on ressort avec toute l'information, voir son NAS. C'est ça. Et du coup, c'est extraordinaire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça coûte cher, c'est vrai qu'on revient à la question du jour, combien ça coûte. Ça coûte cher quand même. Une immigration, de toute façon, coûte cher. Oui, voilà. Donc c'est pas moindre frais. De toute manière, en plus, les frais sont revalorisés tous les ans, donc vérifiez à chaque fois, parce qu'au 1er janvier, donc là, je vous ai donné les tarifs 2018, qui viennent d'être revus au 1er janvier. Mais en fait, tous les ans, donc ils sont revalorisés, donc il faut faire attention. Et on les trouve aussi sur le site du Midi? Ah, tout est transparent. On retrouve toutes ces grilles de chiffres qui n'en finissent pas. Donc vous pouvez vous préparer votre petit budget suivant la composition de votre famille. Mais en plus, ils estiment... Bon, c'est une estimation, moi, je dirais, assez basse, hein, quand même, de combien ça coûte de vivre au Québec. Je ne peux pas leur dire. Non, il ne faut pas leur dire. Mais c'est vrai que, suivant votre train de vie en France, si vous voulez maintenir votre train de vie, je pense que ça coûte un peu plus cher que ce qu'ils affichent. Ouais, ce qu'ils affichent. Ils affichent, en fait, c'est mondial. Hein, c'est pour tout le monde. Donc, ils essayent de le faire au plus serré. Au plus serré, exactement, au plus serré. Donc, c'est vrai qu'après ça, si on veut se rajouter, ne serait-ce que la télévision, Internet et tout ça, on augmente vite. La sortie cinéma. Les sorties, les activités, s'amuser un peu, voilà, ça va vite. Donc, c'est vrai. Faut revoir le budget à la hausse, je dirais. C'est ça, 6 000, c'est vraiment pour les 3 premiers mois, à 6 000, à 4, c'est vraiment... après, tout dépend le montant du loyer aussi. Oui, ça peut... parce que ça dépend où on habite aussi. Si on habite à Montréal ou si on habite en région, effectivement. En pleine campagne. C'est vrai, là, pour le coup, peut-être qu'on a carrément un gros budget avec 6 000 $. Mais donc voilà, donc à vous de voir. Mais sachez, prévoyez-le, calculez-le. Parce qu'il ne faut pas avoir des mauvaises surprises après. Et ayez-le sur votre site, sur votre compte en banque, pardon, pour pouvoir le prouver. Oui, ça, si vous venez en tant qu'étudiant. Et puis de toute manière, tout l'argent, il faut le démontrer à un moment ou à un autre. Donc, prévoyez de faire toutes ces démarches. Voilà. On espère avoir répondu à la question de Cécile et Jean. Bon, merci beaucoup Valérie. C'est vrai que c'est instructif. Commencez à préparer vos bas de laine. Voilà, exactement. Mettez de l'argent sous le matelas. Enfin, débrouillez-vous, mais en tous les cas, pensez un peu à mettre des petites économies de côté pour arriver ici. Prévoir un budget. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci, au revoir. Bye. La parole est à vous, vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Béatrice. Bonjour Géraldine. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ton expérience, de ton immigration. Complètement. Et de comprendre en fait qu'est-ce qui t'a amené ici à Montréal. Oui. Donc, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi ce choix et pourquoi avoir pris la décision de partir de France pour venir t'installer à Montréal? Alors, pourquoi ce choix? Pour devenir sexologue. Sexologue, c'est un rêve depuis de nombreuses années, depuis 2007. Et la seule université au monde qui propose le programme, c'est l'UQAM, l'Université du Québec, à Montréal. Donc j'ai mis presque 10 ans à préparer mon projet.
J'ai continué à travailler en France et puis l'année dernière, au mois de décembre, j'ai décidé de faire mon dépôt de candidature pour venir à Montréal pour devenir sexologue. Donc c'est un projet à la base complètement professionnel. D'accord. Et ça faisait très longtemps que tu voulais entreprendre ce... Pourquoi sexologue? Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans cette discipline? Pourquoi sexologue? J'ai regardé une émission et un jour, dans cette émission, c'était un sexologue qui parlait. Et cette personne-là, je l'ai trouvée la parole bénite. Pour moi, il avait tout compris. Il avait un discours qui se tenait. C'était logique. C'était pas empreint de religion. C'était pas empreint de psychologie. C'était vraiment plein de sens. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux devenir sexologue. Et en cherchant sur Internet, je me suis aperçue qu'en France, il fallait faire médecine. Ah oui, d'accord. Donc, médecine, c'était pas possible. Là, je me suis dit non. Mais par contre, à Montréal, ils proposaient un programme sur 3 ans, diplômant, reconnu pour devenir sexologue. Mais c'est la seule université au monde. D'accord. C'est pas juste francophone, c'est vraiment au monde, c'est le seul programme. D'accord. Et alors, tu es dans quelle université aujourd'hui? À l'UQAM, Université du Québec à Montréal. D'accord. Donc, qui est une université francophone. Francophone. Qui se revendique francophone. Mais qui n'est pas complètement francophone. Nous avons beaucoup de textes en anglais. Énormément. Mais ça se comprend bien. Ils sont très très compétents. Et on a un programme extrêmement riche avec des professeurs passionnants. Là, les examens se sont finis le 15 décembre avec hâte. Ça a été assez dur. On a mis presque 3 mois à réussir à se revoir parce que justement, les cours sont très, très, très intenses. Waouh, extraordinaire. Bon, donc une fin d'examen stressante? Très stressante. Très, très stressante. Très fatigante, très stressante. Ça a été très éprouvant et pour moi et pour mon fils. Parce que c'est des grosses révisions, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'attention pour mes études. Et j'ai un enfant de 12 ans qui demande aussi énormément d'attention. On est venus à 2, que tous les 2. Donc c'est un travail d'équipe. Et c'est vrai que les périodes d'examen sont dures et pour lui et pour moi très très fatigantes. Et ça fonctionne aussi en session, en fait. Tu as plusieurs sessions, donc 2 sessions sur une année. C'est ça. C'est un baccalauréat en 3 ans. Donc on fait une session d'automne, une session d'hiver. Après, on a 6 mois sans école et on reprend septembre. Et on fait des sessions. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est des sessions je crois qu'on fait des demi-années. C'est des sessions de 15 crédits. D'accord. Bon, bah écoute, c'est fabuleux. Et ton fils, son immigration à lui, comment ça s'est passé? Alors, on est venu plusieurs fois Enfin, moi, je suis venue plusieurs fois sur Montréal pour repérer. Après, je suis revenue avec lui en juin pendant 10 jours. 10-12 jours. C'est là où on a signé pour l'appartement. On a visité la ville. Donc, il s'est beaucoup plu. Après, on est reparti en France pendant 2 mois pour dire au revoir à toute la famille, rendre mon appartement, etc. Et quand on est arrivé sur Montréal au mois d'août, c'était absolument magique. Puis après, on a eu du mal à lui trouver une école. D'accord. Et puis, on lui a quand même trouvé une école, puis c'était pas la bonne école. Donc, il a rechangé d'école une fois de plus au mois de novembre. Mais son immigration, au début, était assez dure parce qu'il a vraiment pris conscience qu'on n'était plus en France. Perte de repères, etc. Ouais, la perte de repères a été très très compliquée. Plus de famille, le décalage horaire. Il faut quand même en prendre conscience que 6 heures, on a l'impression que c'est pas énorme. Mais au final, quand il est 6 heures du matin ici, il est midi en France. Et on ne peut pas appeler la famille en se levant à 6 heures du matin pour prendre de leurs nouvelles entre midi et 2. Donc s'il travaille, c'est compliqué, c'est sûr. C'est ça. Donc le décalage horaire, c'est quand même un petit handicap, c'est pas énorme, mais ça fait quand même toute sa différence. Et puis perdre des copains, perdre de la famille, on n'a pas pu emmener nos chiens. Donc ça faisait beaucoup pour lui, donc ça a été dur. Mais là, ça y est, il est dans une bonne école, il s'est fait son petit réseau d'amis, il s'est lancé dans le caritatif et là, il commence vraiment à se sentir bien à Montréal. Mais les 3 premiers mois, il était entre on est en vacances, mais on va rentrer. Et puis quand il a vraiment pris conscience qu'on n'allait pas rentrer, là, il a eu une petite période de battement de 15 jours, 3 semaines, assez dure. Et puis il est tombé sur des professeurs, sur une équipe éducative à l'école qui l'ont vraiment pris sous leur aile et qui l'ont un petit peu coucouné en lui disant « T'inquiète pas, ça va bien aller. On va te prendre en charge, on va te donner tes nouveaux repères à l'école, à la maison. »
Et là, depuis, c'est que du bonheur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir discuté avec Béatrice, au préalable, il était dans une école un peu plus pushy, un peu plus... c'est ça, très compétitive. Très compétitive, école privée, pas française. Hein, donc, sur programme québécois, vraiment voilà. sur programme québécois. Mais quand on est arrivé au mois d'août, le réseau des écoles publiques de Montréal était saturé. Donc ils avaient proposé à Nicolas une école qui était déjà assez loin de notre domicile et qui était une école Enfin, leur programme d'ici les 3 ans, c'était que les enfants, les 70% de la population des enfants sachent parler français. Donc Nicolas, il sait déjà parler français. C'est-à-dire que c'était plutôt pour de l'accueil d'enfants immigrants ne sachant pas parler français. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il va falloir que le gouvernement songe. C'est qu'il n'y a pas que des immigrants qui ne parlent pas français qui arrivent. Il y a aussi des immigrants qui parlent français, qui ont un certain niveau de vie. Et ces gens-là ne mettent pas forcément leurs enfants en école française. Voilà, et souhaitent aussi l'école public, donc c'est à prendre en compte. C'était complètement ça. Je voulais qu'il aille dans le système québécois pour une meilleure intégration, parce que j'espère qu'on va être là. Enfin, on est déjà là pour 3 ans minimum, peut-être pour du long terme, mais je voulais vraiment le mettre en système québécois. Et le système québécois, là où on voulait me le placer, ça convenait pas avec oui, non, mais je connais ce genre d'établissement. Il sait déjà parler français, il sait déjà lire, écrire français, donc c'était pas possible de le mettre dans une école comme ça. Donc on est parti sur du privé. Mais là, on est tombé sur du privé... lourd. Très gentil, hein, mais ça convenait pas du tout à Nicolas. Pas du tout. Donc du coup, on a rechangé. Donc ça a été pas mal de changements, beaucoup de perturbations pour lui entre le déménagement, 6000 km, nouvel environnement, rechangement d'école... Bon, là, ça y est, il est content, il est stable. Super content. Il veut pas repartir en France. Il y a eu un moment où il m'a dit, je voudrais peut-être repartir en France. Donc là, on y réfléchit, on appelle la famille. On dit, il va peut-être rentrer en France, lui, puis moi, je vais finir mon cursus. Donc là, ça a été quand même assez paniquant. Et puis finalement, après ces 15 jours, il a dit, non, mais je vais rester. Je vais rester avec toi. Et puis, je vais quand même trouver mes repères. Et là, ça y est, c'est bon, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon, ça y est. Alors, c'est arrivé à Montréal avec 300 kilos de bagages, c'est ça ? 300 kilos de bagages, 2 vélos. Et là, ça a été une arrivée magique. À côté de ça, ça a été une immigration parfaite. J'ai eu mes papiers en temps et en heure. On est arrivé avec les 300 kilos de bagages. Steve à la rescousse. Steve est venu nous chercher. Donc, les gentlemen déménageurs, ça a été mon héros du jour. Après 7 heures d'avion... 4 heures au service de l'immigration, 300 kilos de bagages, enfin un enfant mine de rien, donc il ne pouvait pas porter avec moi, donc 2 vélos. Steve nous a pris en charge à l'aéroport, il nous a monté les bagages dans l'appartement, donc j'avais déjà mon appartement. Et là, quand on a posé nos valises, c'était parfait, donc appartement tout meublé. Que tu as trouvé sur Kijiji. Voilà, donc ça peut arriver. Moi, je vous déconseille, faut le savoir. Je te l'avais déconseillé. Oui, complètement. Rappelle-toi, on en avait parlé ensemble. Ouais, complètement. Mais il peut y avoir des très belles expériences Kijiji. Donc, une expérience parfaite. Mais parce que tu es venue aussi, que tu les as rencontrés. Voilà, je suis venue, j'ai rencontré l'ancien locataire, Antoine, qui était un Français qui retournait en France. Donc lui, le deal, c'était reprendre l'appartement, donc faire une session de bail et racheter l'intégralité des meubles. Donc pour moi, c'était parfait. C'était parfait. Les lits, tout, il y avait tout, machine à laver, tout, il y avait tout. La vaisselle, j'ai tout racheté. D'accord. Donc on a vraiment racheté tout le packaging. Donc quand on est arrivé, on avait juste nos habits à amener. Et ça, c'est vrai que seul avec un enfant, c'était parfait. Pas besoin d'aller à Ikea, pas besoin de rien du tout. Session de bail parce qu'en fait il n'avait pas terminé son bail et que tu reprenais son bail en cours. Complètement. Alors voilà, ça c'est une petite explication que je vais vous donner, une petite aparté de quelques secondes. C'est qu'en fait ici on s'engage sur un bail sur une durée qui peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vous qui déterminez la durée. Mais par contre on ne peut pas s'en libérer comme ça, on s'engage sur l'année ou sur les 3 ans et si vous quittez plus tôt, vous devez payer une certaine somme, ou alors faire comme a fait Béatrice, trouver une personne qui vient vous remplacer, session de bail, et encore faut-il que le propriétaire soit d'accord. Il faut que le propriétaire soit d'accord. Faut quand même savoir qu'en tant qu'immigrant français, on n'a pas d'enquête de crédit, on n'a rien du tout. Donc la plupart des propriétaires tendent le dos, c'est pour ça que maintenant on voit quand même des loyers qui sont complètement un peu gonflés, excessifs. Il y a le problème des cautions où il faut savoir que c'est illégal.
Ah ouais, on vous en demande quand même de temps en temps, mais c'est effectivement illégal. C'est illégal, mais voilà, le propriétaire doit donner son accord. Donc moi, j'avais pas d'enquête de crédit, j'avais rien. Donc j'ai rencontré le propriétaire avec Antoine. On a fait les présentations. Je lui ai présenté ma lettre de banque que j'avais également présentée au service de l'immigration en lui prouvant que j'avais des fonds. Après, tout s'est fait sur la confiance. Je suis quand même repartie après en France pendant 2 mois. Donc l'appartement n'était pas habité pendant 2 mois. Bon, sur Montréal, je m'étais fait un petit peu un réseau d'amis. Ils sont venus voir l'appartement, si tout allait bien. J'avais prévenu le propriétaire que je partais pendant 2 mois. Il a le double des clés, etc. Donc s'il y avait un souci, l'appartement était protégé. Assurance habitation, c'est pas obligatoire. Prenez-en une. C'est pas obligatoire. Il vaut mieux quand même dans un pays comme celui-là. Oui, ouais, si. Dégâts des eaux, peu importe. Dégâts des eaux, incendie, cambriolage, puis la plupart des assurances nous protègent également en dehors de l'appartement, pendant nos trajets en avion, pendant nos trajets dans le métro. Voilà, c'est vrai que ça c'est fabuleux. Et tu l'as prise chez qui ton assurance? Chez Desjardins. J'ai tout fait chez Desjardins. Tout, les assurances, la banque. Là, j'ai pris une sorte de mutuelle santé pour l'hiver qui nous protège. Je glisse sur une plaque de verglas, je me brise un bras. Je suis prise en charge à 100%. Nicolas, c'est pareil. Faut pas hésiter quand même. Faut pas hésiter. Je fais dans mon cadre de CAQ, donc je suis là pour mes études. France-Québec, on est protégé par la RAMQ, donc il n'y a pas l'assurance. Complètement. Alors ça dépend des études que vous faites, hein. Oui, voilà. Mais là, dans le cadre d'un permis d'études avec l'UQAM, on a cet énorme avantage d'être pris en charge par la RAMQ, mais la RAMQ ne prend pas en charge tout. Il y a quand même toujours une partie à mettre de notre poche, donc c'est pour ça que j'ai pris en charge une petite mutuelle en plus au cas où. Est-ce que ton fils a déjà été malade? Non. As-tu un médecin de famille? Non. Bon, es-tu paniqué du fait de ne pas avoir de médecin de famille? Pas du tout. Pas du tout. En France, jusque-là, on a toujours réussi à se soigner. Il y a quand même une large palette de choix en pharmacie, que ce soit pour un rhume, pour... Puis des très bons pharmaciens qui conseillent très bien. Et des très bons pharmaciens. Là, on a un petit rhume, un mal de tête, on va en pharmacie, il y a énormément de choix. Après, si vraiment c'est la grosse grippe, on ira aux urgences. Ouais, alors il y a des cliniques de jour, mais ça on en reparlera. Et il y a le 811 dont on m'a parlé. Tu appelles une infirmière et l'infirmière te donne de l'information par téléphone et te dit ce que tu dois faire, où tu dois aller, etc. etc. Donc c'est une bonne alternative avant d'aller courir aux urgences. Voilà, mais pour l'instant, donc voilà, tu touches du bois, tout va bien, la santé... on est parfait. Et l'hiver alors, ce premier hiver québécois? Ce premier hiver, alors tous les amis que j'ai sur Montréal savent très bien que ce qui me définit le plus en ce moment, c'est la neige. La neige. Ah, je vois de la neige, je suis euphorique de neige. Il fait froid, mais avec un bon manteau, ça passe super bien. Je suis pas plus traumatisée que ça. On arrive encore à sortir. J'ai pas de voiture, donc tout se fait en transport en commun. Parce que comme j'habite sur le plateau... Comme une bonne Française. Voilà, comme une bonne Française qui se respecte. Je suis arrivée, j'emménage où? Sur le plateau. Donc j'ai pas de voiture. Tout peut se faire en transport en commun. Je fais tout Montréal en transport en commun. Donc je marche pas mal. C'est relativement bien déneigé. Bien salé dans son ensemble. Pas partout, mais c'est bien. Mais non, le froid est tout à fait tolérable. Couche de l'oignon. Couche d'oignon. Donc je sors de chez moi, je rentre dans le métro, et là on enlève le bonnet, l'écharpe, une épaisseur, on sort du métro et on remet. C'est un peu... faut prendre l'habitude. C'est une organisation, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que le matin quand on s'habille, il faut vraiment penser à je vais prendre le métro. Donc je vais prendre le métro, donc je vais mettre un sous-pull, ça, ok, je vais rajouter une petite doudoune, ok, après je vais mettre mon gros manteau, je mets l'écharpe en coton, mais je vais aussi mettre ma grosse écharpe en laine, et je mets le gros bonnet, et puis je mets la paire de gants, donc il faut vraiment penser pratique. Il y a pas, c'est comme les bottes de neige. Les bottes de neige, faut pas penser glamour élégant. Hein. Le glamour élégant, c'est... dans le casier pour toi à l'UQAM, quand tu changes ta paire de chaussures, parce qu'on doit changer de paire de chaussures dans les établissements, comme que ce soit l'école, dans les bureaux, etc. Donc c'est à ce moment-là que vous devenez glamour, ou en allant chez les gens, vous sortez dîner, vous avez votre petite paire de chaussures dans le sac, d'accord? Si vous n'y pensez pas, tant pis, vous passez la soirée en chaussettes. Complètement.
Attention aux trous dans les chaussettes. Complètement. Mais sinon après, non, l'hiver, il est pas... Là, on est tombé à moins 28. Ouais, non, là, je pense qu'on a bien attaqué. Nous, ça fait notre 3e hiver. On n'avait jamais eu aussi froid en décembre. Donc, qu'est-ce que va donner janvier et février? Allons-nous atteindre les moins 40 Voilà, donc non, c'est combien de jours? Ça a été surprenant. Le moins 28 a été surprenant. On s'y attendait pas. Mais on est passé à travers sans problème. Je mets encore des robes, je mets encore des collants. Et ton fils, il gère, il est content? Mon fils, il gère. Non, il gère plutôt bien. Au début, comme un petit pré-ado, non, je veux pas mettre de bonnet, non, ça va me décoiffer. Et puis finalement, c'est non, je vais mettre mon bonnet. Je vais mettre mon bonnet, je vais mettre ma capuche par-dessus. Et puis je vais mettre mes gants aussi. Et puis, je n'ai pas envie de perdre le lobe de mes oreilles. C'est ça. Et puis l'écharpe, elle monte jusqu'ici le matin. Et puis je me couvre. Mais non, au final... Et vous profitez un peu des activités du Mont-Royal, les balades, le tubing, je ne sais pas si c'est déjà installé, le patin à glace, ce genre de choses? Non, parce que justement, les examens se sont finis récemment. Donc là, on a été... D'accord, donc c'est le programme pour les vacances. Ouais. Les vacances vont tomber. Et donc, du coup, on va profiter à ce moment-là pour se détendre l'un et l'autre et vraiment profiter Montréal en hiver. Là, on a vu un début d'hiver qui nous a un peu glacé, mais c'est, comme on dit ici, c'est pas si pire. Pas si pire la neige. Pas si pire, c'est correct. C'est correct, pas si pire. Non, ça va, on passe à travers. On est relativement très, très, très contents. J'envoie des photos à la famille en leur disant moins 24 degrés ressentis, je mets encore des robes, tout va bien, on est couvert, on a l'énorme capuche, on a eu la neige et non, c'est vraiment magique. Non, c'est vraiment magique. De ce côté-là, c'est magique. Les décorations de Noël, tout ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Là, c'est un gros pansement au cœur. Bon, alors là, il faut quand même vous imaginer que pour Béatrice, elle est dans sa phase lune de miel. Donc ça, tu vas beaucoup l'entendre. Oui. Mais c'est normal sur lune de miel. Mais bon, 3 ans après, je comprends. Je suis toujours dans les mêmes coups de cœur. Donc après, ça peut durer. Je pense que... En effet, je dois être en lune de miel. Complètement. C'est-à-dire que partout où je passe, je suis émerveillée. Mais j'ai ce côté quand même assez réaliste et terre à terre où je suis en études, il y a quand même une pression qui est là au quotidien. Je suis venue seule avec mon fils, donc il y a quand même cette pression qui est là au quotidien. Je suis en lune de miel, mais en même temps, je pense que la lune de miel, elle vient surtout du fait où, et je pense qu'on a des Français qui nous regardent, la France ne me manque pas. J'adore la France, j'aime énormément ma famille, mes amis me manquent énormément. Mais à côté de ça, c'est pas beau à dire, je le sais, mais la France ne me manque pas. C'est-à-dire que L'état d'esprit, partout où je passe, les gens sont polis. C'est même pas une question de politesse, c'est une question de bienveillance. De bienveillance et de respect, oui. On fait la line-up pour prendre le métro, on fait la line-up pour prendre le bus. Partout où on passe, c'est courtois, c'est bienveillant. La première fois où je suis arrivée sur Montréal... au mois d'avril, au mois d'avril 2017, oui c'est ça. Je suis arrivée, il pleuvait, c'était une horreur. Puis, comme une gentille Française qui débarque avec sa valise, je suis tombée sur un Québécois qui a pris en charge ma valise, qui m'a dit « T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je vais te sortir ta valise du métro. » Parce que puis bon, je descendais de l'avion quand même, donc j'étais un petit peu fatiguée. Et ils ont vraiment cet esprit de bienveillance. J'ai eu des discours de Français qui m'ont dit « Tu vas voir, les Québécois, ils aiment pas les Français, ils sont un peu distants avec les Français, etc. » Je le ressens pas du tout. Oui, non plus. Ça, après, c'est une façon... Je pense que c'est plus le Français qui va se moquer peut-être du Québécois ou le rejeter ou ce genre de choses. Mais nous, on a des amis québécois, aussi bien francophones qu'anglophones. Donc, c'est vrai que ce discours-là, je ne le comprends pas vraiment. Je suis pas du tout, je ressens pas. T'as des amis, tu t'es fait des amis à l'école, complètement. Je suis à l'université avec des Québécois toute la journée. Tu sors avec eux le soir, ça t'arrive ou... Non, je ne peux pas. Avec ma vie de maman, je peux pas encore sortir, mais. Mais si tu les invitais à boire un verre chez toi, ils viendraient ? Complètement. Et puis ils sont très très prévenants. Ils sont vraiment adorables sur ce côté-là. Ils sont très prévenants. Là, quand il a commencé à faire froid, il me demandait justement si j'allais bien, si c'était pas trop dur. Bon, ils m'ont vu arriver les premiers froids couverte comme un Inuit. Et ils ont 2 degrés habillés comme un Inuit, te disant attention, c'est pas maintenant. C'est ça, ils ont énormément rigolé, mais c'est pas de la moquerie. Ah non, c'est de la bienveillance. C'est vraiment de la bienveillance. Et pour ça,
la France me manque pas, mais pas du tout, à aucun moment. Tous les matins, je me lève et je suis vraiment contente et c'est de la sérénité au quotidien. Je prends le métro, j'ai pas l'impression que je vais me faire agresser. Je suis sortie en ville avec des amis un peu plus tard le soir. Mais on est bien, on est sortis entre filles, on est bien, on n'a pas peur. Et ça, c'est vraiment une chose... Je sais que mes amis français, elles comprennent pas, me disent « Attends, Béatrice, en France, c'est pas non plus le coupe-gorge. » C'est pas le coupe-gorge, mais tu te fais vite agresser. Oui, enfin moi j'ai quand même un ami qui est allé porte de Versailles sur un salon pas plus tard que je sais pas, c'était au mois de juillet, juin, je sais plus. Il traverse un parc, ou c'était peut-être l'hiver, la nuit commençait à tomber, et puis 3 jeunes étaient cachés dans un coin, se sont mis à lui demander ce qu'il portait dans sa sacoche et qu'est-ce qu'il avait, etc. Il a plus que pressé le pas et il est vite parti en courant et en se disant « Oulala, je vais me faire dévaliser et on va me piquer mon ordinateur ». Donc oui, ne dire que ça craint pas, effectivement, on peut se promener tous les jours, sauf qu'on va se faire piquer son téléphone dans son sac, il faut être vigilant, on ne peut pas laisser son téléphone sur une table de café, alors qu'ici on peut laisser son téléphone à 50 mètres de nous, en train de se charger sur une autre table, voire aller aux toilettes dans un Starbucks ou dans un café, n'importe lequel, et laisser toutes ses affaires, l'ordinateur, Complètement. Bon, voilà, il y a quand même peu de risques. Alors maintenant, c'est sûr que c'est pas toujours comme ça. C'est pas non plus le monde des bisounours, mais à côté de ça, on se sent beaucoup moins en danger, je me sens beaucoup moins agressée. Je laisse mon fils aller se promener des après-midi entières, où il part à 13h30, 14h, et il me dit bon bah je vais me promener avec des copains, ceci, cela. Il a quand même un téléphone portable, mais je m'inquiète pas plus que ça. En France, quand il sortait, j'avais la boule au ventre, même ne serait-ce que pour aller au cinéma, j'avais la boule au ventre. Là, il sort, il m'appelle, je suis là, tout va bien. Il prend le métro tout seul. Le matin, il prend le métro quand même à 7h30 du matin, même avant maintenant, mais il prend le métro tout seul. Il va à l'école tout seul, il rentre tout seul. J'ai pas peur. Non, mais alors je comprends ce sentiment. Bisounours vraiment, mais j'ai pas peur. Bah ouais, c'est quand même si je pense que c'est idyllique, on peut le dire. Donc oui, je suis en lune de miel, mais je suis quand même aussi réaliste et je peux faire la comparaison assez facilement avec la France. Bah, c'est surtout que ceux qui vont te dire en fait que tu es en lune de miel, etc. C'est souvent des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, qui ont oublié dans quel état est la France. Désolée pour ceux qui sont là-bas et qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous, mais quand même, qui ont oublié ce qu'ils ont quitté et qui par conséquent se mettent à voir des défauts effectivement dans ce que peut représenter la vie québécoise, la vie canadienne. Donc j'invite ces personnes à partir 3, 4, 5, 6 mois en France et puis à recôtoyer la vie, à créer une entreprise là-bas, puis à réaliser les grosses différences qu'il y a. Et oui, on vit un peu dans un monde entre guillemets de bisounours, mais d'un monde bienveillant, respectueux, gentil. Donc voilà, si tu avais un message à passer aux personnes qui nous suivent, qui songent à cette immigration en tant que maman, adulte, de reprendre une vie étudiante, est-ce que ça représente un gros budget? Est-ce que tu le conseillerais? Qu'est-ce que tu peux... Alors, si je devais résumer mon immigration, ça représente un gros budget. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais ça va très vite. Entre 2 voyages, un voyage toute seule, un voyage avec mon fils, ça représente quand même un gros budget. On est arrivé ici, il y a quand même si tout était meublé, faut savoir qu'à Montréal, tout s'achète. Il faut en avoir conscience. Tout se paie. Tout se paie. Même l'air dans les pneus de la voiture. Voilà, tout se paie. Après, c'est un pays de service. De ce côté-là, c'est vrai qu'on est très très bien servi partout où on passe, mais tout se paie. Donc oui, c'est quand même un budget. Il faut bien se renseigner, il faut bien calculer, il ne faut pas hésiter à avoir plus gros que ce que le gouvernement nous demande. Le gouvernement nous demande un budget minimum quand on est un adulte seul avec un enfant. Ils ont leur budget minimum. Il ne faut pas hésiter à mettre la barre un peu plus haut. Voilà, à se mettre une petite rallonge. Surtout que tu n'as le droit de travailler que 20 heures par semaine. C'est ça, en tant qu'étudiante, j'ai le droit de travailler que 20 heures par semaine. Donc après, j'ai entendu dire, là il va falloir que je me renseigne, mais j'ai entendu dire que durant ma période où j'ai pas d'études, je te le confirme, je peux travailler plus. À temps plein. À temps plein. Voilà. Donc ça, ce sera à voir. Mais effectivement, je te le confirme. Oui, on peut. Ouais. Super. Bon, je vais pouvoir travailler à temps plein. Je vais pouvoir mettre de l'argent, mais j'ai toujours pas travaillé là. Hein.
C'est-à-dire que là, pour le moment... c'est compliqué d'allier les deux. Nos Québécois sont quand même courageux parce que le font, hein, les étudiants. Ouais, mais c'est vrai que moi, je me suis un petit peu mis la barre haute. C'est-à-dire que d'immigrer seule, avec un enfant, là, ça fait quand même peu de mois que je suis ici. Chaque chose en son temps. C'est ça, on est arrivé le 15 août. Moi, j'ai enclenché l'université le 5 septembre. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment poussé. Et il fallait vraiment, comme je suis seule, il fallait vraiment aussi que je préserve mon fils pour rester vraiment auprès de lui. Savoir, et j'ai bien fait, justement, parce que ça m'a permis de prendre soin de lui et d'essayer de faire que tout se mette bien en place. Parce que j'aurais cumulé et les études, et le travail, et sa nouvelle école. Et enfin... Je pense que là, je serais en train de faire mes valises. Et puis, je me dirais, bon, bah, je vais rentrer en France parce que c'est un échec. Mais non, après, c'est un très, très, très beau projet. Et je suis extrêmement fière de mon fils parce que, mine de rien, il faut quand même avoir les épaules à 12 ans de partir tout seul avec sa maman. Et il me fait entièrement confiance. Et pour ça, je suis énormément reconnaissante envers lui. La famille, au début, il faut savoir que la plupart du temps, la famille, quand vous annoncez « J'ai décidé de partir au Canada », ils vous regardent, vous disent c'est bien, tu vas revenir. L'idée va te passer, tu te rends pas compte, c'est trop dur, c'est trop ceci. Si vraiment vous avez un projet, si vraiment vous avez cette envie de se dire ma vie, elle est là-bas. Enfin, mon projet, il est là-bas. Là, en France, j'ai quand même travaillé pendant 10 ans en France, j'ai quand même fait le tour. Et quand on se rend compte qu'on se lève le matin et qu'on se dit là, je sens bien que je suis dans un cul-de-sac, c'est québécois ça aussi, je suis dans un cul-de-sac et ça avance plus. J'ai plus la niaque. J'ai plus la niaque et puis on sent qu'on devient aigri, en fait on devient français, c'est horrible. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si vraiment le rêve il est de venir au Québec ou au Canada tout simplement. Parce que, ou ailleurs. Hein. Ou ailleurs, de toute façon, moi c'est le Canada depuis X années, c'est le Canada. Mais... faites-le. Moi j'ai une phrase, c'est si on est capable de le rêver, on est capable de le réaliser. Du moment où on arrive à se projeter dans un projet, où on arrive à voir les choses, ça peut prendre des nuits blanches. Moi j'ai passé des nuits blanches entières à y réfléchir, à faire des recherches sur internet, que ce soit pour les démarches d'immigration, que ce soit pour... T'as tout fait toute seule? J'ai tout fait toute seule. Tout. Mais tout toute seule. À aucun moment je me suis vraiment dit que c'était mon projet. Oui, j'ai écrit à Géraldine parce que j'étais inscrite sur la page. Mais j'ai eu cette sensation de me dire, il faut que je... Ah, c'est peut-être un petit peu cliché, mais il faut vraiment que je vive mon immigration. Donc les démarches sont très pénibles, ça on va pas se le cacher. Les dossiers à remplir, honnêtement, c'est... faut avoir les nerfs solides. L'administratif, faut que vous soyez long. C'est ça, c'est très long. Mais après, c'est fastidieux, mais c'est pas impossible. J'ai tout fait toute seule, que ce soit le certificat d'acceptation du Québec. Après, on part sur le permis d'études. J'ai vraiment tout fait toute seule. Mais mis à part ce côté administratif obligatoire, c'est vrai que ça a été des nuits entières à y réfléchir. Si c'était le bon choix. C'est ça, parce qu'on quitte quand même tout. Moi, j'ai absolument tout quitté. Hein. Je suis venue juste avec mes 300 kilos d'habits et les 2 vélos. Mais à côté de ça, j'avais déjà ma vie en France. J'avais un travail, j'avais ma famille qui était auprès de nous. Mon fils avait ses amis, j'avais mon cercle d'amis. Mais c'est vraiment se faire ce choix de se dire, je le fais pas, j'y vais pas. Pour qui je vais le faire? Est-ce que c'est que pour moi? Est-ce que mon fils va vraiment trop en souffrir? Puis après, on se dit, non, mais je pense que ça peut vraiment aussi énormément lui apporter. Et ça a été des longues nuits de réflexion. Des très longues nuits de réflexion. Ouais, et puis rien n'est jamais définitif non plus. Je veux dire, Rien n'est définitif, mais après, c'est vrai que c'est quand même un choix assez lourd, que ce soit d'une part financièrement, parce que... Ça, c'est sûr. Faut vraiment prendre en compte on peut pas juste se dire, je prends 5 000 €, ça fait 8 000 $ canadiens, et puis 8 000... Et puis je m'en vais. Et puis je m'en vais. Non. Il y en a qui l'ont fait, hein. Quand on est en PVT, à la limite, ça peut se faire. C'est ça, voilà. Très avec un enfant. Avec un enfant, non. Il faut vraiment voir le budget plus gros. Et puis, c'est pas le coup de lui dire non, on peut pas faire ça parce que là, ça rentre pas dans le budget. Les premiers mois, il faut vraiment aussi lui vendre du rêve. Parce que en même temps, il faut lui dire bon, c'est la vraie vie, mais il faut pas non plus trop le frustrer.
Sinon, il va vivre. Ça faut un juste équilibre entre le changement de vie et ce qu'elle peut apporter. Et puis, il faut suivre les passions. Il a une passion, c'est le BMX. Donc, il faut aussi suivre la passion. Et alors, est-ce que cette passion est envisageable ici? Comment ça se passe? Complètement. Il y a l'hiver? Et ben là, c'est merveilleux. Il pense à tout ici. On a mis le BMX en gardiennage. Donc au TAS, c'est un centre sportif de BMX, donc c'est un complexe sportif surdimensionné. Non mais c'est juste génial. Il faut quand même savoir que c'est un très bel endroit. C'est exceptionnel. Ouais. T'as vu les banquettes qu'il y a pour les parents. T'as une sorte de petite cafétéria café. Moi je sais qu'on y a été passer des journées entières avec Nicolas. On paye l'entrée, il vient avec son BMX et son équipement qu'on a ramené de France bien évidemment. Et moi, je passais mes journées à étudier dans le petit salon réservé aux parents. Lui, il fait du vélo toute la journée. Et c'est toujours pareil, je ne m'inquiète pas. Et j'ai pas peur qu'il se fasse racketter son BMX. J'ai pas peur qu'il se fasse... Non, il fait sa journée. Le soir, on rentre à la maison. Et donc là, pour l'hiver, étant donné qu'on peut plus rouler sur la route avec nos vélos, on a pris un taxi. J'ai appelé un taxi parce que c'était trop tard, il y avait déjà de la neige. Donc le gardiennage a commencé à telle date et il y avait déjà de la neige. Donc j'ai appelé le taxi, il est venu nous chercher, on a chargé le vélo, on a emmené le BMX au TAS. Et là, ils ont pris le vélo en gardiennage pour 4 mois. Donc on paye, les gars. Tout se paye. On paye le gardiennage pour 4 mois. Et là, il va... Inclus un entretien, une remise à niveau, etc. Non. Par contre, ils ont un petit atelier sur place au TAS qui fait que... après, Nico, il sait entretenir son vélo. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas. Et alors pour l'hiver, quel est le programme pour Nicolas? Alors je lui ai parlé de hockey. Le cliché, il m'a dit non. Bon, non, sa passion c'est le BMX et je lui laisse sa passion. Je pense qu'il va essayer le patin à glace. Il en a déjà fait ou jamais? Non, pas en France. Pas en France. Ski? Non plus. Ski de fond? Non plus. Balade en raquette? Non plus. Là, il s'est mis au snow skate. Ah si, exact, il s'est mis au snow skate. Voilà. Grosse découverte le snow skate. Donc là, pour son anniversaire à venir, il aura son snow skate pour l'hiver. Donc il a découvert le snow skate. Donc il aura son snow skate pour faire du snow skate. Voilà. Et puis après, on verra pour le ski, on verra pour le snowboard. C'est vrai que là, on vient d'arriver, donc là, on est vraiment comprimé entre les études et on a quand même un rythme assez soutenu. Mais on va découvrir, puis on a le temps de découvrir. Ça va se faire tout seul. Bon, alors si tu avais un petit mot pour la fin, une conclusion, alors tu nous as déjà dit une très belle phrase, mais est-ce que tu aurais une autre conclusion tout aussi jolie Une autre conclusion Ceux qui veulent le faire, ceux qui veulent le faire, faut y réfléchir. Si c'est un projet de couple, il faut en parler en couple, il faut pas juste mûrir l'affaire dans son coin, faut vraiment que ce soit un projet ensemble. Si c'est un projet seul, avec un enfant, moi dans mon cas c'est vrai que les choses ont été simplifiées parce que avec Nicolas au niveau des démarches parentales j'ai la chance, j'ai pu partir vraiment toute seule sans avoir de problème de garde, etc. Je pense que c'est vraiment un projet qu'il faut mûrir et si vous avez envie de le faire, au moins essayez. Juste essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, donc ça va dans la continuité et il faut vraiment essayer. Après... moi, je sais que je vis un rêve complet et j'ai pas l'intention de repartir tout de suite. Voilà. Ton cœur est là. Mon cœur est là, c'est vraiment ça. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression d'arriver à la maison. C'est ça qui est assez impressionnant. Ma famille me manque, mes amis me manquent, mais ici, t'es chez toi. À chaque fois que je suis descendue de l'avion, j'avais l'impression de rentrer à la maison et de me sentir bien. Bah voilà, c'est exactement le ressenti de beaucoup de personnes ici et j'avouerais que c'est vraiment le mien. À chaque fois que l'avion se pose... Non mais ça y est, c'est bon, là je suis au calme. Je suis chez moi. Ouais, je suis chez moi, je suis au calme, je suis sereine, je suis bien, j'ai plus toute cette tension environnante. La France est un magnifique pays, on y mange super bien. Oui, c'est très sympa en tant que touriste, mais c'est difficile à vivre. Merci Béatrice. Merci à toi Géraldine. Et puis nous, on se retrouve après la pause. L'Instant Coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Alors, la réflexion, la question du jour, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Où est-ce que je vous emmène? Alors, aujourd'hui, j'ai été inspirée par Isabelle. Isabelle, c'est une charmante personne que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques temps.
qui travaillait pendant une petite quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique et qui a eu à vivre en fait un grand changement dans son organisation et qui a dû prendre une décision et partir vers une reconversion professionnelle. Donc Isabelle a été cadre pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui Isabelle est infirmière. Ah. Et j'avoue que son parcours m'a inspirée pour aujourd'hui vous parler de l'attitude qu'elle a eue. Et l'attitude d'Isabelle a été une attitude gagnante. Elle a adopté une attitude gagnante. Et c'est ce mot-là, voilà, le mot gagnant, adopter une attitude gagnante, adopter un profil gagnant, pardon, avec l'idée de capitaliser sur ses forces. Et c'est ce qu'a fait Isabelle, en fait. Elle a été chercher quelles étaient ses forces, quelles étaient ce qui la faisait vibrer, dans quoi elle était bonne. Et, spécifiquement, elle était bonne, elle avait ce côté altruiste, empathique, orienté vers l'autre, avec l'amour du soin, puis après pas mal d'autres choses qu'elle a mis en place pour réussir son projet de changement. Donc l'idée c'est plutôt aujourd'hui de se pencher sur cette question, sur ce choix qu'on peut faire parfois, de capitaliser sur ses forces ou focaliser sur ses faiblesses. Focaliser sur ses faiblesses qui peut nous amener vers la spirale négative, la perte d'énergie et j'en passe. Mais l'idée de capitaliser sur ses forces c'est s'autoriser à aller chercher plus loin qui on est et comme dirait Socrate, connais-toi toi-même. Donc ça passe aussi par un moment d'introspection de qui on est, quel est notre talent inné, quelles sont nos passions, qu'est-ce que l'on fait sans difficulté, quelle est l'activité à laquelle on s'adonne avec plaisir. Et je dirais qu'est-ce qu'on a à chercher à faire tout ça, qu'est-ce qu'on gagnerait à faire tout ça. Bah, tout simplement à être heureux, à être en confiance, à être productif et à être enthousiaste et créatif. Et pour terminer, je dirais, on retire de grands bénéfices à consacrer un petit peu de temps à découvrir ses talents. Et découvrir ses talents, c'est aussi développer de nouvelles habitudes, c'est découvrir de nouveaux horizons à explorer, et c'est se consacrer à son domaine d'excellence. Donc c'est un peu l'idée, cette réflexion, ce cheminement, l'inspiration d'Isabelle qui m'est venue aujourd'hui. Capitaliser sur ses forces plutôt que focaliser sur ce qui ne va pas. Je te remercie. Effectivement, c'est une belle réflexion. Donc, ayons une attitude gagnante et pour réussir son parcours, réussir ses choix. Donc, merci pour cette réflexion, encore une fois, très intéressante et qui nous aide à favoriser certaines prises de conscience. Donc, merci Hélène. C'est avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne semaine à toi Hélène. Merci Géraldine. Bonne semaine à tous. Au revoir.